Et oui, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon petit message déjà pour vous remercier de votre soutien. Pour ceux qui passent régulièrement, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui passent pour la première fois. J'espère que tout ça va vous plaire. On se retrouve pour la review et analyse du chapitre 1063, qui est aussi explosif que la poitrine de Trafalgate. Des dingueries en préparation. Tout monte crescendo et Eiichiro Oda n'est pas décidé à nous permettre de prendre du repos sur plus de 2 scans. À peine découvrait-on la machine à burger qu'à l'autre bout du Nouveau Monde se prépare l'une des plus grandes batailles navales du moment. Barbe Noire, accompagné de Doc Q et de son cheval Pégase au dos brisé, Burgess Saitama et sa force monstrueuse, et Vanaugure, le téléporteur de la reine de Safrania. De l'autre côté, Trafalgar dit Waterloo, accompagné de son sous-marin, et de Beppo, le panda au kung-fu monstrueux. Enfin, au kung-fu, ouais, vous m'avez compris quoi. Si vous voyez quelqu'un, dites-le moi dans l'équipage de l'eau qui peut l'aider, sinon il est dans la sauce. Parce que moi je bloque. J'ai l'impression que notre pauvre lot se fait prendre en sandwich en 1 contre 4, mais on en reparlera très vite dans cette analyse. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Let's go. Le chapitre s'ouvre sur le kidnapping de Pudding, qui fait suite à l'attaque d'Aokiji, improbablement qui a gelé Cracker en même temps que Chocolate Toyn tout entier. Pas de mystère ici, tout était vu et calculé, Barbe Noire a besoin du pouvoir des trois yeux pour lire les poneglyphes et rattraper l'avance magistrale des Mugiwara. C'est ce qui va être tissé en 2 étapes dans ce chapitre, qui nous offre d'un côté le moyen de lire les roads poneglyphes, et de l'autre les roads poneglyphes que l'eau a en sa possession et que naturellement Barbe Noire va viser. Brûlé pleure la disparition de sa sœur, aucune trace de Katakuri et d'Oven. Est-ce qu'ils se sont mis KO réciproquement? Qu'est-ce qu'a donné leur combat sous l'effet du gaz de Shizar Clown? On n'a pas d'informations supplémentaires, mais on en saura peut-être très vite par la suite. On entame les premières pages sur la suite des aventures du groupe de Luffy qui se tape son meilleur délire, le meilleur repas de leur vie dans l'antre de Vegapunk, des nouveaux costumes, de la bouffe, des déchets partout sur le sol qui sont recyclés par Recycle Waf, incroyable, et Atlas qui retourne au travail en laissant le groupe visiter à son aise son laboratoire et qui repart tabasser des T-Rex à coups de photo punch. Ça reste curieux de voir Vegapunk laisser des intrus balader librement chez lui, sans chercher à les surveiller plus que ça. Est-ce qu'il a vraiment de l'intérêt de type bienveillant pour le fils à clic? En tout cas, il ne me semble pas vouloir les chasser ou se montrer hostile. Peut-être verra-t-on l'apparence réelle de Vegapunk, qui nous offrira les révélations sur les fruits du démon. Ah, j'ai bon espoir, d'autant que le titre du chapitre montre que Jewelry Bonnie, encore une fois, va jouer un rôle important dans cet arc. Hop, nouvelle princesse prise dans un malheur plus grand que ses épaules, à l'image de Vivi et Alabasta, à l'image de Rebecca et Dressrosa, Jewelry et le royaume de Sorbet, l'ancien roi Bartholomew Kuma, qui a beaucoup subi et dont la fille pleure. On repart sur le schéma de la jeune femme qui a besoin d'un coup de pouce, et on peut zoomer rapidement sur ce qui nous met la puce à l'oreille, ici. Kuma, version policier du laboratoire, attaque Luffy, dans le chapitre, qui s'apprête à riposter mais est stoppé en pleine course par Bonnie qui pleure devant ce robot qui porte les traits de son père. Cette scène-là me met vraiment en tête le fait que Luffy va lui porter secours, ça lui met un peu une impression de déjà vu, et va porter secours à Jewelry Bonnie. Par extension, va chercher à comprendre ce qui est arrivé à Kuma qui est leur bienfaiteur, faut pas l'oublier, et surtout ce qui a poussé Vegapunk à aller aussi loin. À partir de là, on pourra sûrement apprendre de Vegapunk le pourquoi de cette alliance secrète entre Kuma et Vegapunk. Et je l'espère sincèrement, le retour de Kuma sous les traits de ce séraphin, qui n'est pas comme les autres. Bon, là je mets la petite parenthèse, Oda apparemment fait une erreur de coloration, les cheveux du séraphin sont bien blancs. Après, est-ce que c'est pas une petite erreur en prévision de la suite? Je ne dirai rien de plus, on sait pas. En tout cas, il est rajeuni, mais ça c'est sûr, c'est confirmé par le manga, il est incapable d'obéir au gouvernement mondial. Il est désigné comme un enfant à problème, ça ne change pas. Peut-être est-ce qu'on se rapproche de ma théorie, c'est-à-dire les retrouvailles entre le père et sa fille grâce à Vegapunk, qui a transféré la conscience de Kuma dans ce nouveau corps séraphin, ce qui laisserait croire au gouvernement mondial que le vrai Kuma est mort,
avec ce corps vide qu'a récupéré Dragon, mais qui serait toujours en vie au travers du Séraphin. N'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires, la vidéo théorie se trouve sur ma chaîne, je répondrai à toutes les questions. Si Jewelry retrouve son père comme prévu, si Kuma et Vegapunk sont bien alliés, il pourrait repousser le Cypher Paul Aegis, car le Séraphin présumé a tout attendu du plan d'assassinat et surtout détiendrait des informations confidentielles qui permettraient de sauver Vegapunk et de faire entrer le scientifique en contact avec Dragon, les révolutionnaires, par l'intermédiaire du tyran, officier chez eux. Happy End pour la famille du royaume de Sorbet, révélation en grande pompe sur les fruits du démon, power-up éventuel pour les Mugiwara qui sont laissés à la traîne par rapport au Monster Trio plus Luffy, ce serait assez cool. Sinon, je sais pas si je suis le seul choqué, hein. C'est une vraie population de cyborgs ou autre espèce qu'on retrouve dans le laboratoire de Vegapunk. C'est limite si on voit des elfes, comme je vous le montre à l'écran, et je trouve ça super cool, hein. On a l'impression que c'est vraiment une île qui est projetée 500 ans dans le futur et qui est habitée par autre chose que des hologrammes qui sont boxés par Atlas. Ça m'a bien fait rire son travail. On bascule, et là, là ça va être la pépite du chapitre. C'est sur un combat inattendu par What the fuck, comment s'envoie le steak. Trafalgate dit Waterloo, dit la chirurgienne des ténèbres, non, la chirurgienne de je sais pas quoi, contre Barbe Noire, l'empereur grassouillé. Le Yonko utilise du Haki des rois et peut-être le pouvoir de Barbe Blanche pour trouer le sous-marin à distance, ce qui pousse l'eau et ses troupes à remonter à la surface. Je pense que Eiichiro s'est fait soudoyer par la communauté de Pinterest, hein, à nous balancer du du gender border, ça part en vrille. L'eau devient une femme, ses subalternes deviennent des go, enfin, il y a des go partout là-dedans, ça part en vrille. Doc Q et son pouvoir des épidémies se déchaînent et transforment les hommes en femmes, dans une vision qui nous ferait penser à du fanart, hein, régalez-vous, vous verrez ça qu'une fois, quoi. Révélation choc du côté des intéressés, les fruits du démon de type altération d'état peuvent être contrés par un dégagement de haki suffisant. Ce qui confirme les dires de Kaido, le haki dans un combat c'est purement et simplement la clé de la victoire. Du coup des personnages comme Bo Hancock, Foxy, machin avec leur pouvoir tout simplement emmerdant, ralentir, geler, pétrifier, ne pourraient pas s'en servir contre des personnes suffisamment douées en haki, et on a déjà deux exemples concrets dans l'œuvre avant Onigashima. Premier 1. Doflamingo qui annule le gel d'Aokiji, ce qui n'est pas le cas de Crackers, hein, on peut le regarder sur la couverture. Est-ce qu'on aurait sous-estimé l'ancien Shishibukai? Peut-être bien, il faut quand même avouer que le dernier adversaire de Doflamingo c'est le plot armor et le plot scénario que représente Luffy. Un peu comme Crocodile, mais j'en dis pas plus. Deuxième point, Barbe Blanche qui l'annule aussi, soit grâce à ses vibrations, soit grâce au haki. Bon, en tout cas on voit que toutes ces altérations, tous ces types-là peuvent être contrés par un pouvoir suffisant, ça c'est sûr. Et c'est un vrai carnage qui commence en cette fin de chapitre avec une équipe qui se complète à 100%, qui est composée de Barbe Noire, je le présente plus avec ses capacités démentielles, Gura Gura Nomi, Yami Yami Nomi, du Haki, un gros bide, vous m'avez compris. Burgess est le pouvoir du Riki Riki Nomi, littéralement le fruit de la force surhumaine. Le type est devenu une sorte de Saitama mais en conservant ses cheveux, et soulève des montagnes en rigolant. Imaginez une force brute supérieure à celle de Kaido, mais enveloppée de haki qui colle des droites et des mandales. C'est un bordel. On a ensuite Doc Q et son pouvoir de créer des épidémies à volonté, donc c'est le Shiku Shikunomi, fruit de la maladie, son cheval qui a mangé le fruit mythologique de Pégase, qui est différent de celui du Zoan simple du cheval de Ganfor, enfin c'est un oiseau à la base, ce sont bien deux fruits différents. L'oiseau de Ganfor a mangé le fruit du cheval simple, et le cheval de Doc Q a mangé le fruit de Pégase. C'est deux choses bien différentes, mais pour le moment on peut pas voir, parce qu'on n'a pas encore vu ce que peut faire le fruit mythologique. Et enfin Vanaugure, le sniper de Barbe Noire qui peut téléporter à volonté Burgess et toute une montagne au-dessus du sous-marin de l'eau, le fruit de la téléportation, la fine équipe. En face de tout ça, de tout ce bordel, on a Trafalgar Law, le OPOP ennemi, c'est 82 pouvoirs différents, mais je vois personne pour lutter à ses côtés. Est-ce que Beppo va nous sortir le Kung Fu Haki des rois et balayer Burgess? C'est bien la seule chance pour qu'il puisse tenir la route, hein. La lutte pour les rois de Poneglyph en tout cas commence, et les grands se confrontent dans la course. Si pour l'eau il s'agit de défendre ses acquis, au passage de se débarrasser de l'antagoniste numéro 1 de l'œuvre côté pirate,
Pour Barbe Noire, c'est l'occasion d'affirmer sa place dans le manga. Il a échoué sur Amazon Lily face à Hancock, face à Rayleigh le crack des enfers. Le kidnapping de Pudding signifie qu'il est capable de déchiffrer les héros de poneglyphes. Du coup, il doit s'affirmer narrativement dès maintenant. Et je suis désolé pour tous les fans de Trafalgar dit Waterloo, mais il va devoir tomber au profit du scénario, parce que s'il tombe pas, enfin, il faut que la menace Barbe Noire prenne de l'ampleur. Après ce qu'il va tuer l'eau, est-ce que le OPOP Nomi finira entre les mains de l'empereur? Est-ce que l'eau va s'échapper, mais laissera derrière lui les héros de poneglyphes? Tous les scénarios sont possibles, mais aucun ne devrait lui permettre de gagner. Je rappelle que l'antagoniste naturel c'est Barbe Noire, et qu'il a accumulé que des échecs, ou presque, pour l'instant. Il doit réussir, et pourtant je l'aime vraiment pas. Du Clash à souhait, un arc Egghead qui va tourner autour de la princesse Jewelry Bonnie, le père Kuma, les Mugiwara accompagnés de Vegapunk, des révélations sur les fruits du démon, sur les routes poneglyphes, le sort de Pudding, qui va forcément impacter Sanji. Je vous rappelle que si le fruit de Pudding lui a arraché ses souvenirs, rien ne dit qu'un coup de haki ne lui remette pas les idées en place. La scène du baiser, etc. Moi je le dis haut et fort, et Mr. Prince, de retour, va se déchaîner sur le gros sac des ténèbres pour libérer sa princesse. Luffy va secourir le père et sa fille, hein, comme d'habitude. Kuma va retourner au bercail, escorté par le Cypher Politis, qu'il mettra en pièces quand il verra qu'il a sa conscience d'être vivant. De belles retrouvailles, une alliance Kuma-Vegapunk révélée des secrets lâchés. J'espère en tout cas voir Dragon entrer en contact avec Kuma, avec Luffy et les pièces du puzzle s'assembler autour de la grande révolution. Face à l'ennemi du monde entier, devant l'ennemi de la liberté, Im-sama et le Gorosei qui ont violenté Sabo à coups d'armes antiques. Comme je l'avais dit au début de la vidéo, dans le petit texte, face prédiction de ma part, par rapport à ce chapitre, j'ai eu une illumination de malade. Imaginez Trafalgar Law forcément dans la sauce, face à Barbe Noire et 3 commandants, qu'il ne pourra jamais gérer en 1 contre 4, ça n'existe pas. La situation est désespérée. Law a utilisé toutes ses capacités, c'est un peu comme Doflamingo, il n'arrivait même plus à activer son pouvoir OPOP Nomi. Et soudain, t'as Sengoku qui arrive sur le champ de bataille, accompagné de sa team, Garp, Tsuru, qui ne l'oublions pas, formait une équipe de choc à l'époque de leur prime. Sengoku est motivé par le fait de sauver le trésor qui est laissé par Corazon qui a donné sa vie pour l'eau. Garp suit son meilleur ami, et veut retrouver Kobe, son apprenti, qui est enlevé par Barbe Noire, et Tsuru, la lessive humaine, la machine à laver de la marine, qui va t'étendre sur un fil de linge l'empereur sale au gros bide. Un 1v4, plus 3 ça fait 4v4, Garp qui va contenir la montagne de puissance de Burgess, qui soulève des montagnes aussi facilement que vous, soulevant votre sandwich à midi, Sengoku le Bouddha, Tsuru la machine à laver, un combat d'envergure mené par 3 marines qui depuis le début montrent des valeurs qui se rapprochent de celles des Sword plutôt que de la marine dirigée par Akainu, le secrétaire du Gorosei. Si ça se passe, je vous le promets officiellement, c'est acté, je danse la Macarena en live en plein centre-ville et je suis très sérieux. Ça promet en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis merci à tous et on se retrouve pour de très prochaines vidéos. Tchuss tout le monde.